Bonjour, mon invité aujourd'hui est Gérard Chaliand. Merci Gérard d'être venu. Je lis juste cette phrase d'un livre paru en 2016, qui d'ailleurs avait eu le prix du livre géopolitique de Nantes. Le bilan des guerres menées par la puissance militaire majeure du XXIe siècle, les États-Unis, épaulé le plus souvent par de nombreux alliés, est sans conteste négatif. Conflits coûteux, résultats militaires médiocres et conséquences politiques néfastes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce qui s'est produit à Kaboul le 15 août est plutôt venu conforter cette thèse. Malheureusement, oui. C'est il y a un moment déjà que, on peut dire depuis la guerre du Vietnam, nous constatons que ce type de guerre prolongée contre un adversaire qui démographiquement peut assumer des pertes n'est pas gagnable. Sur la durée, nous sommes à chaque fois complètement dépassés. Et il faut aussi ajouter qu'il y a des erreurs politiques. La première erreur, c'est de s'imaginer qu'on va créer une nation. La seconde, c'est de s'imaginer qu'on va apporter des valeurs démocratiques qui ne s'apportent pas comme ça de l'extérieur. La troisième, c'est que nous appuyons partout des régimes impopulaires, incompétents et corrompus, et que finalement, même si vous arrivez au début en libérateur, très rapidement, vous passez pour un occupant. De surcroît, la méconnaissance du terrain culturel et humain est très proche de zéro. Et ça, c'est très grave. On ne peut pas être quelque part en s'imaginant que, ma foi, on sait tout parce qu'on est très largement supérieur du point de vue technologique et militaire. Et enfin, pour finir, on ne supporte plus, et ça c'est très nouveau, on ne supporte plus, nous, occidentaux, les pertes humaines. C'est-à-dire que nos arrières sont devenus plus fragiles que nos combattants. Oui, c'est aussi parce que peut-être le public, la population se demande ce que nous faisons là-bas. Lorsqu'on ne défend pas son territoire, on acceptait des pertes humaines. L'époque n'était pas la même, bien sûr, mais la Première Guerre mondiale, on accepte des pertes humaines phénoménales, dans des proportions affolantes, mais il s'agit de défendre le territoire. Maintenant, on ne les accepterait plus. Et là, comme c'est lointain, il y a quand même moins d'acceptabilité sociale. Bon, ça c'est indiscutable. Mais il faut ajouter également que la démographie s'est modifiée. Bon, en 1914, ce qu'on appelait à l'époque les Blancs, c'est-à-dire les Occidentaux, représentaient 33% de la planète. Aujourd'hui, 12 maximum. Nous, Européens, 7% de la population mondiale. On a largement baissé, ou alors les autres ont beaucoup augmenté. Ce qui fait que, ils peuvent encaisser des pertes que nous ne pouvons plus, consciemment ou pas, encaisser. C'est très net. Aujourd'hui, est-ce que c'était pensable, par exemple, sous De Gaulle, que Charles de Gaulle se rende en Algérie pour dire « nous avons perdu 10 hommes dans une embuscade ». Bon, c'est ce que Sarkozy a fait, par exemple, avec Ousbine, en 2008, alors il a dit en plus ils ont été victimes, comme si on est victime d'une embuscade. On est dans une embuscade, on en a tué en face, on s'est battu, on a fait son devoir, et aujourd'hui, quand on amène 2 cadavres, il faut les honorer, alors qu'on en avait X milliers pendant la guerre d'Algérie, c'est pas si vieux que ça. À une époque aussi où il y avait beaucoup plus d'enfants par famille, et où les pertes étaient psychologiquement plus supportables que maintenant qu'il y a... C'est le facteur démographique qui joue dans ce sens-là, qu'on n'a que 1 ou 2 enfants. Oui, 1,6, c'est nous. Évidemment, avec 1,6, on ne va pas très loin, et quand on voit en face que c'est 6, 7, 8, voilà. Donc tout ça joue, et ajoutons-y aussi assez rapidement la mauvaise confiance. La mauvaise conscience, très bien utilisée d'ailleurs par l'adversaire. La grande différence avec la période coloniale, c'est qu'à la période coloniale, en face, on ne nous connaissait pas, on était surpris. Nous, on apportait une idée, celle de l'État-nation, qui n'était pas comprise en face. Les seuls qui ont saisi ça, c'est au fond les Japonais à l'époque du Meiji, en 1868. Eux ont compris que il fallait retourner contre l'adversaire ses propres armes. Après, il faut attendre Mustafa Kemal, en 1920, 22, 23, qui lui aussi a compris que l'Empire ottoman c'était fini, mais que s'il voulait éviter le dépeçage complet de l'Anatolie, il fallait user de l'État-nation.
Et après, ça a pris beaucoup de temps pour les autres pour en comprendre ça, retourner contre l'adversaire l'idée du nationalisme. Et puis après ça, ben, ça dépend du niveau, je dirais, de la direction, du niveau de la société. Ou bien vous faites de la croissance économique, c'est le cas des Vietnamiens, c'est le cas des Chinois, c'est le cas des Coréens, c'est le cas de Taïwan. Donc ce n'est pas une question d'idéologie, c'est simplement de savoir que, bon, ou on fait de la croissance économique, ou alors on est une révolution avortée. On a vendu beaucoup de mythes. Il y a beaucoup ça, chez Fanon par exemple, et on court à l'échec. Alors on a des petites dictatures minables, avec même pas la constitution d'une classe moyenne qui permet en fin de compte de durer. Alors vous mettez aussi, enfin vous distinguez deux périodes, la période coloniale où l'Occident gagnait toutes les guerres, oui, et maintenant où il les perd les unes après les autres. Régulièrement, oui. Et vous mettez aussi un effet, c'est que pendant la période coloniale, les officiers, les soldats étaient immergés dans la population, donc ils avaient développé les contacts. Aujourd'hui, les militaires qui sont dans un pays étranger, et l'Afghanistan était la caricature, lorsqu'ils sont en contact avec la population locale, c'est pour les fouiller, les intimider, rentrer chez eux, et en tous les cas, en aucun cas, établir une relation de proximité et de confiance. Ah, vous avez parfaitement raison, ça c'est un aspect fondamental. Bon, par exemple, au XIXe siècle, l'armée britannique, en Inde par exemple, la première permission c'est 10 ans après. Vous vous rendez compte? En 10 ans, vous savez qui est qui, vous savez où vous êtes, tout vous est familier, jusqu'à la nourriture, etc. Vous vous mélangez avec les gens. Bon, aujourd'hui, bon, nous par exemple français, on reste 4 mois. C'est du tourisme. Hein. Les Américains, 1 an. J'ai rencontré par exemple, quand j'étais prof à Singapour, deux types qui appartenaient aux compagnies de mercenaires. Ils avaient passé chacun 1 an en Afghanistan et en Irak. Et alors je demande aux gars, alors c'est quoi la différence? Et les mecs m'ont répondu, bon, c'est des musulmans des deux côtés, mais il y a vachement plus de montagnes du côté afghan. Voilà, c'est tout ce qu'ils avaient retenu, le caractère montagnard de l'Afghanistan. 1 an de séjour pour ramener que ça, c'est pathétique. Disons que il n'y a pas de connaissance du terrain, il n'y a même pas d'intérêt culturel pour les gens que l'on rencontre. Il y a en fait une sorte de mépris. À l'époque, le mépris existait aussi, mais on vous avait expliqué pourquoi on les méprisait. Hein. Qu'est-ce que c'est que leur culture, comment ils fonctionnent. Là, vous arrivez dans le bleu complet, et la rotation se fait rapidement. On n'a même pas le temps d'avoir des entretiens sérieux avec les types qui vous ont précédé, qui terminent 12 mois de présence. Non, voilà, vous êtes dans le bain. Et le général McChrystal, qu'on avait envoyé en 2009-2010 pour faire un bilan, et qui a publié dans le Washington Post ce qu'il avait compris. Et il avait dit, bon, première chose, 90% de nos troupes ne sortent jamais des bases. À l'intérieur de la base, ils reçoivent de la nourriture qui arrive des États-Unis directement, ils regardent la télé américaine, ils écoutent de la musique américaine, et ils sortent uniquement une fois de temps en temps, mais très très compact, de façon à éviter une voiture suicide. Ils n'ont aucun rapport avec la population, on s'en méfie parce qu'il va y avoir quelque chose qui peut leur nuire. Et il avait conclu en anglais, « Guys, you're not in Afghanistan, you're in transit. » Les mecs, vous n'êtes pas en Afghan, vous êtes en transit. C'est exactement ça. Les types sont en transit, ils sont payés correctement. Il y en a qui peuvent utiliser l'argent pour le mortgage, c'est-à-dire ce qu'il vous faut pour devenir propriétaire d'une baraque au retour. Ou alors il y a ceux qui ont la carte verte pour l'obtenir ferme et devenir américain, etc. etc. Bon, ben, combattre dans ces conditions-là, c'est absolument pas motivant. Vous êtes un étranger quelque part, heureusement il y a des copains. À vous entendre, en fait, c'est quelque part l'excès de confiance dans la supériorité militaire, oui, qui va provoquer une absence d'intelligence politique des situations. On compte que sur le rapport de force, mais du coup on ne calcule pas qu'on l'inverse, puisque finalement, ce qui est frappant, c'est la disproportion des forces, États-Unis, Irak, en Afghanistan, tout ça pour rien.
C'est très bien vu, c'est très bien vu. Il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Bon, prenons les années 90. Les Américains viennent en fin de compte de gagner. Le match est perdu pour l'Union soviétique. En 91, ils se sont complètement dissolus. Et vous avez un sentiment d'omnipotence. Vous êtes tout seul. Il n'y a pas de numéro 2, il n'y a pas de numéro 3, il n'y a pas de numéro 4. La bourse est au maximum, Clinton triomphe, les autres ils vont dire après lui, voilà, on vous raconte c'est la fin de l'histoire. Nous, on n'a rien fait non plus, nous Européens, on s'est dit bon ben voilà, le parapluie marche, ben, il n'y a plus qu'à profiter de la vie, c'est tout. Et puis les choses vont se gâter en 2001, de façon inattendue. Il y a ce coup de tonnerre du 11 septembre, parce que finalement, c'est nous, avec l'aide des Pakistanais et l'aide de l'Arabie Saoudite, qui avons en quelque sorte encouragé, fabriqué, armé les djihadistes, qui vont, de façon imprévue, se retourner contre nous. Bon, c'est-à-dire qu'on les a en grande partie beaucoup aidés. Et à partir de là, alors ça va être la vision, je dirais, blanc-noir, très caractéristique des Américains, c'est-à-dire l'axe du mal c'est l'autre, les gentils c'est nous, etc. Mais notre supériorité militaire est telle qu'on ne se pose pas des questions sur il faudrait quand même connaître un peu le terrain. La même chose s'était passée d'ailleurs au moment de la guerre du Vietnam. Nous, on a été battus à Dien Bien Phu, les Américains sont arrivés, très rapidement ils ont installé un catholique au pouvoir, alors que c'était une erreur, on n'installe pas un catholique dans un pays où il n'y a même pas 10% de catholiques. Et deuxièmement, ils se sont dit, bon, ben, nous on a les hélicoptères, les Français étaient peut-être très bons, mais on est largement meilleurs parce que technologiquement, on a une logistique fantastique, on a des moyens qu'ils n'ont pas, etc. On va gagner. Bon, finalement, ils n'ont pas gagné. En 73, ils se sont repliés. En 75, ils ont été battus. Et ils n'ont tiré aucune leçon de la chose. C'est le général Petraeus, par la suite, qui s'est dit, donc, quelles sont les leçons à tirer du Vietnam? Et il a essayé de dire, bon, il faut faire une contre-insurrection. Seulement, elle est venue bien tard. Donc, le temps de réaliser qu'en fin de compte, la supériorité technologique est insuffisante, il est déjà trop tard, c'est enclenché, on n'y arrivera plus, et entre-temps, les mentalités ont changé. Nous n'avons plus les moyens des pertes humaines que nous encaissions avec difficulté jadis, mais encore on pouvait les encaisser. Là, on ne peut plus. Comment expliquer cela, c'est que au XXe siècle, où les connaissances étaient moins développées qu'au XXIe ou qu'au XIXe par rapport à la fin du XXe, on s'interrogeait quand même sur les sociétés dans lesquelles nous allions, et qu'aujourd'hui, on y va comme si on allait dans un pays voisin qui avait forcément les mêmes réflexes, les mêmes cultures. Comment comprendre cet aveuglement? Parce que c'est un peu comme l'œuf de Colombe, on dit bon sang, mais c'est bien sûr, et pourtant il y a quand même un aveuglement depuis des décennies. Oui, ben, c'est parce que nous avons, je crois, avec les communications, le sentiment d'une espèce de mondialisation culturelle qui fait que bon, ben, les gens ils savent aussi comment on vit ici, que c'est pas la peine de se pencher de près pour savoir quels sont du point de vue ethnologique, du point de vue culturel, du point de vue religieux, les ressorts qui meuvent les gens. Bon, on a le tort de tenir un certain nombre pour acquis. Il y a eu des études qui ont été publiées jadis sur qui sont les Touaregs ou comment se meuvent enfin tel ou tel groupe humain, etc. Mais c'est totalement insuffisant. C'est-à-dire qu'on prend pour acquis que l'autre raisonne comme nous. Or, ce n'est pas du tout le cas. Chaque société réagit, comment dirais-je, selon certaines traditions. Les Kurdes, par exemple, c'était des montagnards. Bon. Eh ben, les montagnards, c'est des gens têtus, c'est peut-être pas là où ça souffle les échanges, mais ils ne sont jamais battus, c'est-à-dire que même vaincus, ils n'intériorisent pas la défaite. Ils vont tomber et se relever. Bon, ben nous devons savoir ça, que il y en a que quand on les écrase, ils restent écrasés. Bon, c'est le cas des Palestiniens, par exemple. Hein. C'était fondamentalement des sédentaires marchands. Et les Kurdes,
tu as beau frapper, gagner, ils vont se relever et ils vont recommencer. Bon, c'est des données qu'il faut savoir, et quand on néglige ça en disant bon ben c'est tous pareil, c'est des sous-dév, voilà, c'est des sous-développés, il n'y a qu'à cogner très fort et ils vont se coucher. Ben non, c'est pas comme ça. Et puis il y a ce phénomène de perte démographique qui s'est modifié beaucoup. Autrefois, nous avions une façon de liquider les choses en disant bon ben on brûle tout, les récoltes, etc., etc., etc. Une période où ça nous était égal de frapper très très fort. Aujourd'hui, ben, nous sommes plus démocratiques et qu'il y a des choses qu'on ne se permet pas de faire, ou alors si on les fait, c'est très mal vu, c'est utilisé par l'adversaire qui nous connaît. Bref, c'est psychologiquement très différent. Et psychologiquement, nous avons beaucoup changé. Autre élément de différenciation entre l'époque fin 19e, début 20e et maintenant, ce que vous dites, c'est que auparavant, les soldats étaient immergés dans la société, ils avaient à peu près le même niveau de vie, et donc ils pouvaient avoir les échanges. Et là, vous soulignez que non seulement ils vivent à part, mais qu'ils ont des revenus qui les éloignent complètement. Vous disiez que c'est avec ça qu'ils peuvent commencer à se payer une maison en retour aux États-Unis, et donc ça crée également une distanciation. Tout à fait, oui. C'est-à-dire, en fin de compte, on ne communique plus. On est dans un pays profondément étranger du point de vue culturel. On ne connaît rien de l'héritage des gens d'en face. On ne s'y intéresse pas. On a du mépris. Quand on perd des hommes, on a tendance à vouloir faire payer très cher à l'autre le fait de produire des victimes de l'autre côté. Non, il n'y a même pas ces quelques types qui avaient à l'époque coloniale qui s'intéressaient à la réalité locale. Hein. Après tout, pour prendre un exemple particulier, bon, le dénommé Laurence, qui est devenu d'Arabie, bon, il s'intéressait à la société dans laquelle il était, il en parlait la langue, il savait dialoguer avec les gens, aider à les motiver, etc. etc. Bon, ben, ce genre-là, ça... Il n'y a plus. Enfin, le dernier type, moi je trouve vraiment intéressant, s'appelle Bernard Fall. C'était un juif autrichien qui est arrivé en France alors que ses parents étaient morts. Il s'est engagé dans le maquis du Vercors à 16 ans. Après, il a écrit le premier bon bouquin sur le Viet Minh. Ensuite, il est passé aux États-Unis et il a écrit des choses remarquables. Il a dit nous n'allons pas gagner cette guerre. Et voilà pourquoi. Et il n'a pas été écouté, évidemment. En 67, il est mort en sautant sur une mine. Et aujourd'hui, quand on lit Bernard Fall, ben, la défaite américaine en 73, elle est inscrite dedans. Voilà. Bon, j'ai rencontré sa veuve à New York. Et elle m'a dit, bon, ben, il était reçu, on l'écoutait, mais il n'a jamais été entendu. Et... il y avait même des services qui s'imaginaient que c'était un espion français. Enfin, absurde, quoi. Comment vous voyez l'avenir de l'Afghanistan? Vous pensez que les talibans vont rester au pouvoir? Ils ne peuvent pas être battus militairement? Est-ce que c'est plutôt de l'intérieur de la société qu'ils seront challengés? Alors moi, je pense qu'ils vont d'abord avoir des problèmes économiques sérieux, financiers sérieux. C'est une chose de gagner une guerre, c'est une autre chose... de développer un pays. Je pense que, grosso modo, ils vont rester au pouvoir. Je pense qu'ils vont faire patte de velours un peu au début, et puis ensuite ça va serrer pour bien tenir la chose. Je ne pense pas qu'ils seront débordés par les gens du Khorasan ou par Al-Qaïda, ou etc. Je ne pense pas. Bon, maintenant ça c'est un pari. Mais une chose dont je suis sûr, ils ne vont pas réussir à faire de la croissance économique, c'est-à-dire à sortir cette société de son arriération, disons, globale. En fin de compte, on a vu beaucoup de révolutions, comme on dit, triompher militairement, pour faire après quoi? Bon, je vois l'Érythrée, par exemple, où moi j'ai été au maquis à l'époque, dans les années 70. Bon, ben, tout ce qu'ils ont réussi à créer avec M. Afewerki, c'est une atroce dictature pour laquelle les types sont morts, et il en est mort beaucoup. À gauche et à droite, M. Daniel Ortega, qui avait remporté
La victoire, à l'époque où le castrisme était encore bien vu, en 1979, il y a simplement 3 ans, il a fait tirer sur son peuple parce qu'il voulait arriver jusqu'à 2021 et il ira même au-delà. Bon, donc, où on fait de la croissance économique et à ce moment-là, on crée une classe moyenne sur laquelle on s'appuie. C'est le cas des Vietnamiens, c'est le cas des Coréens du Sud, c'est le cas de Taïwan, la Chine, je n'en parle même pas. Ou alors on produit une élite corrompue qui un jour ou l'autre sera renversée et entre-temps la population, il n'y a rien qui change. Vous avez parcouru de nombreux terrains de combat, de guérilla, vous êtes le spécialiste de ces questions-là. Comment vous voyez la situation à l'aune de ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan, de notre présence militaire au Sahel? Je pense que c'est une guerre ingagnable, l'espace est trop vaste, les troupes insuffisantes et de toute façon je pense que la décision de M. Macron de diminuer la présence physique est juste. Il faut garder juste ce qu'il faut de troupes pour empêcher l'adversaire de s'emparer des villes. Et en quelque sorte, il y a des guerres non gagnables, mais elles peuvent être non gagnables pour l'adversaire aussi. C'est-à-dire que c'est pas facile de s'emparer de villes quand on est face à des gens qui disposent d'une supériorité aérienne, par exemple. Donc nous, on doit conserver la capacité du coup de poing. La capacité du coup de poing, c'est une chose très importante. Par contre, s'imaginer qu'on s'insère sur le terrain et qu'à la longue, on va pouvoir étouffer des gens qui sont prêts à mourir et qui sont très nombreux, c'est une erreur. Donc vous pensez qu'il ne faut pas se retirer, mais une présence allégée uniquement pour protéger les villes et perdre toute illusion de mettre fin au combat. Mais en tous les cas, pas se retirer, parce que la présence est utile. Oui, il faut, comme dirais-je, il n'y a pas de raison de laisser triompher un adversaire qui est moins fort que vous. Il n'y a pas de raison que le fait qu'ils aient le sentiment d'avoir gagné renforce en quelque sorte des gens qui vous sont plutôt hostiles, mais qui hésitent. C'est-à-dire qu'il y a une dimension psychologique à la défaite ou à la non-victoire. Donc, par exemple, il y a des gens qui s'imaginent que sous prétexte que les Américains se sont retirés dans une débâcle considérable, l'hégémonie américaine c'est fini. Non, non, les États-Unis restent les numéros 1, ça reste la puissance majeure. Simplement, il faut qu'ils comprennent maintenant que, attention, il va falloir s'adapter aux conditions qui sont les nôtres et savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il ne faut plus faire. Mais vous pensez dans cette optique que les Américains auraient dû rester à Kaboul et dans quelques villes afghanes pour maintenir les villes? Ils auraient dû, non, c'était perdu, mais ils ne devaient pas se retirer dans ces conditions-là. Il n'y avait aucune raison de retirer les troupes avant une évacuation en bon ordre du matériel, des Occidentaux et de ceux qu'on voulait également évacuer. Non, il n'y a aucune raison, rien ne justifie. D'ailleurs, on n'a pas encore compris comment il est possible que les États-Unis aient pu avoir une débâcle aussi pathétique. Merci Gérard Chaliand de ce tour d'horizon sur ces conflits et ces guerres extérieures. Merci Gérard. Merci aussi.